Salut à toi, pensée du jour numéro 150. 150, un grand chiffre. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Merci de continuer à m'accompagner dans cette petite aventure. Pour commencer, j'aimerais te donner la parole. Donc, j'attends dans les commentaires une suggestion de sujet que tu aimerais que j'aborde dans mes futures pensées du jour. J'essaye d'en faire une tous les jours. Des fois, j'ai le temps, des fois, j'ai pas le temps. Mais je fais au mieux. Et c'est toujours intéressant pour moi de faire ça en collaboration avec toi qui m'écoutes et d'entendre ton point de vue et tes idées également. Donc voilà, s'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et je me ferai un plaisir de les ajouter à ma petite liste de ma pensée du jour. Et comme ça, je pourrai les aborder tout bientôt. Une chose dont j'aimerais parler aujourd'hui, je pense que c'est assez important à mon avis pour prendre la 150e place. Je me suis dit juste avant de commencer, allez, 150, faut un truc qui en vaille la peine pour marquer un petit peu le coup. Voilà, 150, ça fait un beau chiffre. Et je pense vraiment que cet élément-là, il est, il est si important que ça vaut la peine d'en parler sur cette pensée du jour numéro 150. Et ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est un petit peu l'importance du travail de fond, l'importance du travail d'endurance fondamentale, du développement aérobie, comme certains l'appelleront, pour surtout, tout ce qui est de la performance en sport d'endurance, mais également pour d'autres sports. Bien sûr que plus ton sport est à tendance nerveuse, plus ton sport est sur une durée de temps qui est courte, et plus ton sport et plus ton sport est à intensité qui est haute, euh, moins ce travail d'endurance va avoir de transfert, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il est inutile. Je pense notamment à Kenny Gay, head coach des sprints suisses, qui parle du fait qu'il inclut à peu près 2 fois par semaine un petit peu de travail de zone 2 sur vélo pour ses sprinteurs. Pourquoi? Simplement parce que ça te permet de faire remonter un petit peu le parasympathique et de te mettre dans un état qui te permettra ensuite de certainement mieux performer le jour suivant, surtout si on parle de sport extrêmement explosif comme le sprint. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres d'athlètes de sport extrêmement explosifs, mais qui utilisent malgré tout du travail de basse intensité, donc zone 2. Et pour peut-être amener un peu de précision à cette idée de zone 2, il faut, à mon avis, bien différencier l'idée des domaines d'intensité et les zones d'entraînement. D'accord? Les domaines d'intensité, il y en a 3. Et je pense que c'est là où des fois il peut y avoir un malentendu, c'est qu'il y a 3 domaines d'intensité. La démarcation entre ces domaines sont les seuils, respectivement le seuil du lactate 1 ou le seuil ventilatoire 1 et ensuite le seuil ventilatoire 2 ou la puissance critique, suivant qui on demande ou suivant à qui on parle. Mais en gros, il y a 3 domaines. Domaine d'intensité modéré, domaine d'intensité élevé et domaine d'intensité sévère, qui ont tous les 3 des impacts différents sur notre physiologie, sur le type d'adaptation qui vont avoir lieu à l'issue de ce genre de travail. Et ça, c'est vraiment les 3 domaines dont il faut se rappeler, dans le sens où, après ça, les autres différenciations entre les différentes zones d'entraînement sont un peu plus fines, sont parfois juste une distinction qui permet d'amener un petit peu de précision, de détail sur comment organiser les intensités d'entraînement, euh, mais pas nécessairement quelque chose de quantifiable au niveau physiologique. Par exemple, alors, il y a, après ça c'est encore, on peut en parler, il y a des discussions à avoir là-dessus. Par exemple, comment démarquer la zone 1 de la zone 2. Alors, je sais qu'il y en a qui utilisent l'interaction entre le CO2 et l'oxygène, mesure qu'à l'heure actuelle je n'ai pas, par exemple. Donc moi je vais me baser plutôt sur le RPE et sur les différentes fréquences cardiaques entre zone 1 et zone 2 pour faire cette différenciation. Mais pour revenir à l'idée de base,
Zone 2, c'est donc du travail qui est en dessous du premier seuil, en dessous du premier seuil du lactate, en dessous du premier seuil ventilatoire, en dessous du HRVT aussi pour ceux qui regarderaient ou qui utiliseraient cette mesure ou qui s'y intéressent. Donc on a ce premier seuil qui est extrêmement important et de manière générale, plus ton sport demande de volume, de capacité, plus ce premier seuil est important. Donc pour un marathonien, il est extrêmement important. Pour un coureur de 800 mètres, il est un petit peu moins important. Mais encore une fois, pour revenir mon petit à côté de tout à l'heure, si un sprinter, si un sprinter arrive à trouver 1 heure par semaine pour faire de la zone 2, quelle est ton excuse? C'est ça ma question. C'est si un sprinter arrive à faire 1 heure de zone 2 par semaine, mais tous les gens qui s'entraînent beaucoup, beaucoup, donc voilà, tu t'entraînes. Alors si tu t'entraînes sérieusement déjà pour une épreuve d'endurance et que tu fais pas la majorité de tes séances en zone 2, je pense que tu as raté le bateau, très simplement. Si tu participes à un sport dans lequel le volume est vraiment le nerf de la guerre, CrossFit, pourquoi est-ce que tu ne fais pas de travail de base? Alors certes, ça n'a pas besoin d'être une sortie de vélo de 4 heures le week-end pour un crossfitter. Ça peut être organisé de manière intelligente avec toutes les modalités d'entraînement qu'on connaît, avec des circuits, avec pour les gens à qui ça fait chier d'avancer doucement sur un vélo ou en course à pied ou un rameur. Ben, tu peux faire des circuits, tu peux passer 5-10 minutes sur chaque modalité et si tu fais bien ton travail, le rendu sera très proche ou équivalent et bénéfique à ta performance ensuite dans ton sport. Et je pense que vraiment c'est une intensité de travail qui est extrêmement sous-cotée pour pour la majeure partie parce que c'est pas, t'as pas vraiment de ressenti important de fatigue après ce type d'effort. Et c'est intéressant parce que c'est une des grandes raisons pour lesquelles c'est du travail qui est extrêmement important. C'est que quand tu travailles en dessous de ton premier seuil, et certes, il y a de la fatigue qui s'accumule, et certes, plus tu le vas longtemps, plus il y en a, mais si tu fais bien ton travail, si tu progresses bien ton volume, c'est de l'intensité de travail qui va avoir un coût au niveau fatigue et un coût au niveau nerveux qui va être zéro, voire même qui va avoir un effet positif sur ton état de santé et ton état de preparedness, de préparation pour être prêt à attaquer le prochain entraînement le jour suivant. Donc c'est une intensité de travail qui certes semble facile et qui certes est facile, mais c'est justement pour ça que tu peux en manger matin, midi et soir. Encore une fois, progresse le volume de manière intelligente. Encore une fois, ne commence pas avec 8 heures de zone 2 ta première semaine. Ça, on s'entend bien, un petit peu de bon sens. Mais c'est pour ça que tu peux en accumuler tellement. D'ailleurs, ce que font les cyclistes, par exemple, un sport sans impact, tous les cyclistes de haut niveau qui vont passer, je sais pas, entre 15 et 18 heures par semaine, en tout cas dans la hors-saison, pour vraiment développer leur base d'endurance. Et donc ça en fait des heures. Et donc je pense vraiment pour tout athlète qui se dit sérieux par rapport à ses performances, par rapport à sa discipline, discipline qui doit bien sûr avoir une demande importante au niveau de la récupération, au niveau du volume, au niveau de l'intensité également. Si tu te dis sérieux en tant qu'athlète, mais que tu n'as pas un plan stratégique bien établi autour de ton travail d'endurance fondamentale, à mon avis, tu as raté le bateau. À mon avis, si tu t'entraînes, déjà comme j'ai dit avant, dans un sport d'endurance, la majorité de tes séances, ou en tout cas la moitié de tes séances semaine, si on compte aussi les séances de renforcement, ce genre de choses, donc la moitié des séances par semaine, par exemple, si tu t'entraînes, pour faire simple, disons 6 fois dans la semaine, que tu vas faire 4 entraînements en course à pied, un entraînement en renforcement et un autre entraînement, euh, peut-être du cross-training avec d'autres modalités d'endurance, et ben,
la majorité de tes séances, 2 à 3 de tes séances de course devraient être de la zone 2, surtout si tu t'entraînes pour des événements qui sont longs. Euh, la séance de cross-training devrait être de la zone 2 également. Et après, tu as ta séance de renforcement et c'est une autre grosse séance de course où là, tu vas pouvoir mettre toutes tes billes au même endroit pour engendrer les adaptations que tu recherches. Donc, tu as 2 gros entraînements dans la semaine, ton renfort et ta course de haute intensité. Et le reste, c'est de la basse intensité. Certes, cela va évoluer au cours de la saison. Plus tu te rapproches des courses, plus tu vas avoir d'intensités qui sont élevées ou d'entraînements qui vont t'aider à te préparer pour la cadence, pour la vitesse de course. Mais de manière générale, en tout cas, la moitié de tes entraînements, si tu es un sportif qui se dit d'un sport d'endurance, devrait être de basse intensité. Si tu es un crossfitter et que tu t'entraînes plus de... Si tu es un crossfitter qui se dit sérieux, tout simplement, peu importe combien de fois tu t'entraînes par semaine et que tu n'as pas au minimum 1 à 2 séances, 1 à 2 séances de basse intensité, certes ça peut être modalité mixte, mais de basse intensité par semaine, et que tu utilises l'excuse que tu n'as pas assez de temps et puis qu'il faut faire de la haute intensité pour gagner du temps, tu as raté le bateau. Tu as raté le bateau parce que le développement que tu vas pouvoir effectuer avec du travail de zone 2, donc de quoi on parle, comme je ne vais pas vraiment parler des adaptations, mais il faut savoir qu'une des choses qui va avoir le plus d'influence sur ta densité capillaire, donc combien de petits tuyaux il y a tout autour de tes fibres musculaires pour amener plus d'oxygène, pour donner plus de surface de transfert de l'oxygène depuis la tuyauterie, depuis le système vasculaire dans tes fibres musculaires pour ensuite être utilisé par les mitochondries pour recycler de l'ATP et pour, on va dire, alimenter, voilà, alimenter ton effort d'une manière que tu peux maintenir dans le temps. Et ben pour développer tout ça, il faut du flux sanguin. Il faut du temps et du temps avec du flux et du flux. Et ce qui se passe, c'est que notre tuyauterie interne, le système vasculaire, et ben, il répond à une augmentation du flux sanguin par une capacité à se vasodilater qui est plus importante. Et il va aussi créer de nouveaux petits tuyaux pour justement faire passer plus de sang, pour avoir plus de surface de transfert, pour être plus efficient au niveau de l'oxygène. À savoir que plus tu es capillaire, moins tu dois faire passer de sang à un endroit donné pour avoir le même transfert d'oxygène. Donc, si tu veux économiser du sang, ce qui serait une bonne idée parce que tu as une quantité de sang qui est finie, ton cœur il a une fréquence maximale, il a un plafond en termes de, j'oublie toujours le terme, cardiac output, le rendu cardiaque, c'est pas le bon mot, mais je ne sais pas comment j'arrive à oublier ce mot qui est si important. Combien de sang tu arrives à pomper par minute avec le cœur? Il y a un plafond. Il y a un plafond. Et donc, tu veux que chaque unité de sang que tu pompes soit utilisée de manière la plus efficiente possible. Mais si tu fais jamais de zone 2, si tu n'as pas un développement capillaire et mitochondrial qui est important, eh ben, tu n'es pas efficient. Tu n'es pas efficient parce que ta surface de transfert d'oxygène elle est plus basse, parce que ta tuyauterie elle est toute petite. Tu vois ce que je veux dire? Ta tuyauterie elle est toute petite et donc il faut faire du travail pour faire grandir la tuyauterie et pour créer plus de mitochondries, plus de volume, plus de densité mitochondriale pour avoir plus de petites usines, parce que c'est ça les mitochondries, c'est des petites usines à énergie qui vont utiliser l'oxygène disponible pour recycler l'ATP et d'une manière que tu peux maintenir de telle sorte à ce que tu puisses le maintenir dans le temps sans devoir aller chercher entre guillemets dans tes réserves. Réserves, on peut parler de glycogène par exemple, réserves de glycogène qui elles vont être sollicitées dès le moment où tu passes ce premier seuil, euh, avec plus ou moins d'amplitude, on va dire. Mais en gros, tu veux développer cette capacité à être efficient au niveau métabolique, et donc ça passe par du temps en zone 2. Tu ne peux pas faire quoi que ce soit pour remplacer ce flux sanguin continu que t'apporte ce travail en zone 2. Et c'est ça qui fait vraiment la différence. Cette capacité de la tuyauterie à se vasodilater, à aussi créer plus de micro-vaisseaux
qui vont pouvoir mieux alimenter tes fibres musculaires, qui vont augmenter le volume de mitochondries, la densité mitochondriale dans tes fibres musculaires, surtout tes fibres lentes, qui vont ensuite te permettre de mieux utiliser les graisses, de mieux réutiliser ton lactate également. Et tout ça, il n'y a pas d'autre manière de le développer. Non, alors oui, le travail de haute intensité est important parce que tes fibres rapides, tu veux aussi développer leur densité capillaire et mitochondriale, certes, mais, mais il reste que le travail on va dire focaliser sur ces fibres lentes reste le travail le plus important. Et encore une fois, surtout si ton sport demande énormément de volume, surtout si tu t'entraînes pour des disciplines d'endurance longues. Et donc voilà, tu peux pas passer par quatre chemins. Il faut faire le travail. Oui, c'est chiant, mais tu sais quoi, je connais un gars qui fait plein de podcasts et qui fait plein de podcasts. Et donc, tu peux te poser et faire ta zone 2 sur ton vélo et écouter des podcasts. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Bon, il y en a qui sont en anglais, donc il y en a qui ne comprennent pas. Mais va apprendre l'anglais. Ou alors attends que je puisse mettre les sous-titres sur mes podcasts en anglais. Ça arrive, ça arrive. Allez, je l'ai dit, ça arrive. Ça devrait arriver tout bientôt. Euh, donc, fais ta zone 2 et fais ta zone 2 et fais ta zone 2. Il y a des travaux, c'est compliqué. Fais ta zone 2, écoute le podcast. C'est un petit peu ma conclusion de la pensée du jour ici. Mais vraiment, je pense vraiment que c'est sous-coté, surtout pour les athlètes amateurs. Surtout pour les athlètes amateurs qui aiment bien se faire du mal. Hein? Je te vois là, je te vois. Tu sais que c'est toi et je te vois sourire au travers de l'écran, en différé bien sûr. Mais je te vois sourire. C'est vraiment, vraiment quelque chose d'important. C'est vraiment quelque chose d'important si tu veux performer. C'est vraiment quelque chose d'important si tu veux avoir de la longévité dans ton sport également. C'est vraiment quelque chose qu'il faut pas rater. Et donc voilà, je pense que c'était assez important pour prendre ma pensée du jour numéro 150 pour en parler. Donc j'attends à ce sujet-là tes commentaires. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu fais ta zone 2? Est-ce que tu en fais assez à ton avis? Est-ce que tu l'as fait à la bonne intensité? À savoir que dès que tu passes cette intensité, tu passes ce premier seuil, l'adaptation n'est plus la même. Et donc de pousser un petit peu plus fort parce que tu avais envie et parce que tu as envie que ça fasse un petit peu mal, c'est pas le but de la zone 2. Je dis toujours, si tu es en zone 2, au lieu de faire 10 watts de plus, fais 10 minutes de plus. Au lieu de faire 20 watts de plus, fais 20 minutes de plus. Si c'est si facile que ça, fais plus longtemps. Et dis-moi pas que t'as pas le temps, parce que si on fait un petit audit de ta journée, il y a assez de Netflix, il y a assez de scrolling sur Instagram, il y a assez de trucs que tu peux mettre de côté. Et si vraiment tu es sérieux par rapport à tes performances, et si vraiment tu es sérieux par rapport à ta santé également, parce que là, on n'a pas parlé de ces implications-là, mais de plus en plus maintenant, tout ce qui est de la fonction et de la santé, et du volume, de la densité mitochondriale, est lié de plus en plus étroitement avec tout ce qui est des soucis métaboliques comme le cancer, bien sûr certains cancers, pas tous, la maladie d'Alzheimer également. On parle de dysfonction mitochondriale de plus en plus et il n'y a pas de meilleur moyen pour développer ça, pour développer cette fonction et cette densité mitochondriale que le travail de zone 2 de basse intensité. Donc, voilà, mets-moi ton petit commentaire, dis-moi ce que tu en penses. J'espère que cette pensée du jour t'aura plu. Et bah, merci donc d'être encore là, 150e et en avant pour les 200. Allez, bonne journée à toi.